Alors, deuxième partie de l'après-midi, je tenais quand même à répondre à Bruno, notre sociologue de début d'après-midi, pour lui rappeler que non, l'éducation nationale ne s'en fout pas complètement, ne s'en fout pas du tout. Non, mais bien sûr, on a bien compris qu'on était sur une enquête et qu'à un moment donné, dans le prisme, dans la sociologie, on est sur du qualitatif avec des entretiens avec les jeunes. Et donc, effectivement, avoir la matière première, c'était important. Et donc, le fait de se retrouver aussi aujourd'hui avait du sens pour tout le monde et se dire qu'on est aussi engagé auprès de nos jeunes à l'éducation nationale. D'où l'intérêt aussi de se retrouver toute la journée avec infirmiers, assistants sociaux et médecins éducation nationale. Et donc cette deuxième partie vise justement à montrer les actions innovantes que l'on peut trouver au sein de notre département, de notre institution. Et donc il va y avoir 3 expérimentations qui vont vous être présentées. Donc je vais faire... il va y avoir donc le dispositif à la page qui sera représenté par Estelle Maleka et Esther Garnier. Nous avons aussi le collège Mantel qui est représenté par Noémie Favret, Éléonore Mertz et Alice Bayada. CPE, donc il y avait bien un CPE dans la salle, une CPE dans la salle. Et nous avons aussi le pôle harcèlement avec Aurélia Berrer et Morgane Martin qui vont vous présenter leur dispositif. Donc le challenge pour toutes nos collègues, c'est d'avoir un temps de parole d'à peu près 10 minutes pour qu'ensuite, ou en tout cas entre chaque dispositif, vous puissiez poser vos questions. Voilà. Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc donc moi je suis Noémie Favret, infirmière du collège Mantel. Je suis avec voilà, Éléonore Mertz, je suis psychologue de l'éducation nationale sur Célestat et Rhino. Alice Bayada, CPE du collège Mantel. Et donc aujourd'hui, on est venu présenter un projet qui nous tient à cœur, puisque c'est le projet du dispositif des libellules. On l'avait déjà présenté une fois en réunion de district pour le Sud. Il y a peut-être des choses d'érudite pour vous. En tout cas, voilà, on a un petit peu de recul maintenant, puisque c'est un dispositif qui entre dans sa 4e année. Et donc on va vous présenter rapidement et puis on répondra à vos questions s'il y en a après. Alors, le refus scolaire anxieux, pourquoi on a décidé au collège d'y prêter autant d'attention ? On vous a remis quelques sondages, notamment un sondage Ipsos qui date de novembre 2022 et qui rappelle que les problèmes au quotidien ont un impact important sur la scolarité et impactent la vie sociale de plus d'un adolescent sur 3. Et qu'au cours de l'âge adulte, c'est 21% des adultes qui vont être touchés au cours de la vie par des troubles anxieux et que les femmes sont jusqu'à 2 fois plus affectées. Et ça fait écho avec ce que nous on vit, puisqu'on accompagne essentiellement des filles. Voilà. Jusqu'alors, dans nos groupes, on a eu un garçon. Alors, on vous a mis quelques chiffres pour argumenter auprès des chefs d'établissement, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et là, je vais laisser du coup Alice, qui est un peu plus, qui s'occupe plus du dossier de financement. Alors effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais en formation, j'ai appris, et ça m'a été un vrai argument pour solliciter mon chef d'établissement et qui me valide un budget, qu'un décrocheur allait coûter les chiffres que vous voyez en rouge là, à l'État. Donc, les budgets, ce qu'on demande, c'est un petit investissement sur l'avenir comparé à ce qu'ils vont coûter plus tard, sachant que c'est le même argent, c'est l'État français qui va le donner. Voilà, c'est un argument pour vos collègues CPE avec lesquels vous pouvez monter ces projets. Et c'est aussi un faire-valoir pour expliquer à quel point c'est vraiment important de le faire maintenant avec les jeunes. Et pas attendre qu'ils grandissent, qu'ils deviennent adultes, qu'ils deviennent majeurs. On peut essayer de régler ce problème maintenant. Et notre projet, celui qu'on a depuis 4 ans, il est autour de 3 000 € par an comme coût à l'établissement. Mais c'est rien au final du regard de l'avenir. Voilà.
Alors, au Collège Mantel, notre public cible, c'est surtout les élèves de 4e et de 3e. Exceptionnellement, on propose aussi le dispositif à des élèves de 5e. Et ce qui est très important chez nous, c'est la concertation, le fait de cibler certains jeunes. Donc vraiment, on en discute ensemble et on a des réunions pour justement faire le point et se dire, OK, quels seraient les profils idéaux pour cette action. Et ensuite, il y a aussi un partenariat, on y reviendra, très important avec les parents. Donc il y a vraiment cette triangulation entre notre équipe sur place au collège, les parents, les jeunes. Voilà. Et donc on fait de la prévention aussi, voilà ce qui est sur la diapo. Il y a des jeunes, en fait ça c'était suite au Covid surtout, je pense comme beaucoup de vos établissements, on s'était posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait proposer concrètement comme action pour aider ces jeunes à revenir au collège, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait, c'est pas qu'une impression, mais beaucoup plus de jeunes pour qui c'était difficile de venir à l'école. Mais au fur et à mesure des années, donc c'est la 4e année, on fait aussi maintenant de la prévention, donc des jeunes qui sont au collège, qui viennent en cours, mais qui ressentent des angoisses très importantes quand ils sont à l'école. Voilà, donc c'est nos deux publics cibles. Et on accueille les deux en même temps sur les ateliers, en fait. Les deux publics se côtoient dans les ateliers sans aucun souci. Et le contrat passé avec les jeunes et la famille, c'est que les élèves qui sont en décrochage total, on n'a pas de forcing pour qu'ils retournent à l'école. Par contre, s'ils souhaitent intégrer le dispositif, s'ils sont OK, eh bien, par contre, ils s'engagent à être là à tous les ateliers et on fait le point au fur et à mesure. Et c'est le jeune de lui-même, après 4 ans, maintenant on peut le dire, le jeune de lui-même qui va finir par dire « Finalement, je n'ai plus peur d'être au collège, je veux bien réessayer une matière, ou je veux bien essayer les récréations. » Et ça va se refaire, en fait. Et ça s'est refait pour chacun. Donc, et ça s'est fait assez spontanément par le jeune lui-même, lié au côtoiement des deux publics. Alors, pour certains élèves qui ont un PAI RSA, on peut mettre en place un emploi du temps aménagé. Donc, c'est ceux dont je viens de parler, ceux qui viennent que pour les ateliers dans un premier temps. Puis, au fur et à mesure, le PAI permet une évolution de leur temps de présence dans l'établissement. S'ils le ressentent et qu'ils en sont capables, on va vers ça. Donc, l'emploi du temps aménagé n'est pas une obligation pour être dans le dispositif. Après, on a mis en place un lieu refuge qui se situe dans le couloir de la vie scolaire, à côté de mon bureau. Les élèves sont en autonomie dans ce lieu, mais sous contrôle, puisque c'est vraiment, il y a une paroi très mince entre mon bureau et cette pièce, où ils peuvent se détendre, respirer. L'idée, c'est de ne pas rentrer chez soi dès que ça ne va pas, mais d'aller dans ce lieu et d'attendre que la crise passe pour réintégrer les cours éventuellement après, parce qu'on sait que s'ils rentrent, ils ne reviendront pas de la même manière, où l'absence se prolongera. Donc il y a ce lieu qui a été créé. Et après, on a mis en place plein d'ateliers. Ils ont un programme d'une 100aine d'heures sur l'année que nous accompagnons, toutes les 3. Et nous faisons aussi appel à des intervenants extérieurs. C'est là, les 3 000 € de budget, c'est pour ces accompagnants extérieurs, puisque nous, ça fait partie de notre travail. En tout cas, voilà. Et donc, dans ces différents ateliers, là, je vais laisser mes collègues prendre. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, une idée première, ça c'est avec Noémie. Nous co-animons en fait des ateliers. Alors, au départ, l'idée c'était les émotions. Et puis, c'est la 4e année, on a un petit peu évolué au niveau de nos contenus. Je crois que l'objectif premier, c'est que ces élèves aient vraiment des espaces de parole. On en parlait tout à l'heure dans la conférence. Une écoute bienveillante, attentive. Un lieu d'expression aussi, où ils peuvent justement exprimer leurs émotions. On réfléchit beaucoup à la peur, parce que là on est quand même sur des profils de jeunes qui sont très angoissés, mais aussi à des ressources pour faire face aux difficultés qu'ils ressentent. On travaille beaucoup en équipe, avec l'idée que les pairs, les autres du groupe, les autres jeunes du groupe, sont un appui aussi pour ces jeunes qui sont en difficulté. Ça les aide par rapport à l'estime aussi qu'ils ont d'eux-mêmes. On valorise beaucoup leurs compétences, leurs qualités. Il y a le regard, encore une fois, des autres élèves qui font part aussi de qualités. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se passe, en fait, toute l'année, tout au long de l'année, au niveau de ce groupe, et qui fait, en fait, qu'à la fin, ils ont
plaisir à venir au collège. Et on donne aussi un regard différent, je crois, grâce à toutes ces actions, sur qu'est-ce que le collège. Ce n'est pas juste un lieu de cours classique, d'apprentissage classique, mais on peut faire plein d'autres choses. Ces ateliers, des soirées aussi avec les parents. Donc les élèves viennent, alors qu'il n'y a plus cours, il n'y a plus d'élèves. Et là, ils ont le collège pour eux. Ils ont le droit d'aller dans les couloirs, visiter les salles s'ils ont envie. Ils adorent faire ça, en fait, lors de nos soirées avec les parents. Et tout ça, en fait, c'est vraiment fait pour qu'ils s'y sentent bien dans ce lieu qui est leur lieu de vie quand même. Ils y passent beaucoup d'heures. Voilà, c'est l'objectif. Pour la suite des ateliers, du coup, il y a un atelier artistique avec moi et avec la prof d'art plastique. L'idée, c'est de leur faire exprimer quelque chose par les deux, sans s'exposer. Donc, pour vous donner un exemple, parce que ça peut être un peu vague, on a fait un tableau XXL de leur musique préférée. Leur musique préférée, ça parle d'eux, c'est quelque chose d'assez intime, mais ils ne l'ont pas signé, il n'y a que moi qui sais quel élève a fait quoi. Et ce lieu qui leur est si difficile, qu'est le collège, c'est affiché en plein dedans. Et ça y restera tout le temps. Tant que je suis là, ça restera dedans. Voilà, ils ont laissé une partie d'eux, ils ont montré une partie d'eux aux autres, ils se sont ouverts aux autres, tout en n'étant pas signés. Mais voilà, ça a été tout un projet de les amener à ça. Et c'est donc dans le foyer des élèves, ça décore le foyer des élèves. Voilà une des choses qu'on fait avec eux. On a aussi mis en place un jardin pédagogique. Alors l'idée, c'était d'aller dans ce qui se fait dans les maisons de retraite ou dans d'autres centres, dans les jardins thérapeutiques. Mais moi, je ne suis pas du tout thérapeute, donc je m'éloigne de ça. Je fais un jardin pédagogique, ça, j'en suis capable. Voilà, on l'a commencé l'année dernière, on a pour l'instant tout désherbé et planté, ça marche bien, et on a décidé d'y associer d'autres élèves plus fragiles du collège, donc on le fait aussi avec les élèves en situation de handicap et avec les élèves de section professionnelle. Donc au fur et à mesure, quand les élèves du groupe se sentent prêts, on intègre d'autres élèves où ils sont du coup en contact avec d'autres, et ça porte ses fruits aussi. Avec les élèves en situation de handicap, ils ont tendance à être plus maternants, à faire les grands. Avec les autres, ils sont juste dans le mélange et dans l'acceptation de « on est ensemble », puisqu'après ils vont se retrouver dans la cour de récréation. Ensuite, on a mis en place de la relaxation avec un professeur du lycée à côté qui est formé à ça. Donc là, elle est payée en HSE et c'est parfait pour l'établissement. Mais c'est une enveloppe qui part sur ce projet. La médiation animale, donc on a une psychologue de l'extérieur qui intervient dans des foyers, dans des maisons de retraite, qui vient avec ses chiens. Donc on a quand même 2 très gros chiens, vous les verrez après en photo, qui rentrent dans le collège, ça fait sensation à chaque fois. Et les autres sont un peu jaloux de ne pas pouvoir venir les voir. Mais voilà, en fait, elle parle, le chien est le média, finalement. La psychologue va parler, mais pourquoi le chien il angoisse d'être au collège, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les jeunes, ils vont parler d'eux à travers les animaux, donc c'est vraiment très enrichissant. Et ces séances se font sans nous. La première avec nous pour faire connaissance, et après on n'y est plus, pour laisser vraiment le groupe se libérer. Ensuite, on a du théâtre. Donc là, on travaille, et c'est donc la médiation animale et le théâtre sont les 2 projets qui nous coûtent très cher, enfin qui valent le budget que je vous annonçais, puisqu'on travaille avec une metteuse en scène de Strasbourg, metteuse en scène et comédienne, qui se déplace une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours selon son planning, pour venir travailler avec les jeunes, apprendre à parler en public, apprendre à se positionner dans un groupe, apprendre à interagir avec les autres sans avoir peur. Voilà, c'est ça qu'elle leur apprend, elle les enrichit de ça. Et l'année dernière, elles nous ont fait une pièce de théâtre sur leurs angoisses, sur leurs ressentis et sur les injonctions, effectivement. Et alors, elles n'ont pas été capables elles se sont pas senties de le présenter à tout le monde, mais à nous. Elles ont bien voulu nous le présenter, et c'était incroyable. Voilà. Et aux professeurs avec lesquels elles se sentaient en confiance, donc on était, je sais pas, 6 à les regarder. Elles étaient plus nombreuses de l'autre côté que nous, mais c'était déjà une victoire en fait. Donc c'était chouette. Et la remédiation scolaire, on a certains professeurs avec lesquels on travaille en partenariat pour des élèves qui ont des difficultés. La première année, par exemple, on avait 4 élèves qui avaient des vrais problèmes en maths. Et je suis allée voir une prof de maths en lui disant « Écoute, est-ce que tu veux pas faire une heure sup et tu me les prends toutes ?» Alors, qu'elles aient cours, qu'elles aient pas cours, c'est pas grave.
si tu veux bien les aider en maths, au créneau qui te va, elles sortiront de cours et elles viendront parce que c'est ce dont elles ont envie, besoin à ce moment-là, qui va les aider à se sentir mieux. Et les profs adhèrent à ça. Voilà, avec eux ça marche. Et je pense que c'est une plus-value aussi de leur redonner cette confiance-là quand les élèves en expriment le besoin. On parlait de ce triangle important entre l'école et donc les jeunes, mais les familles aussi. Et c'est très important pour nous de contractualiser avec les familles. Donc, nous, on repère les jeunes, on leur propose dans un premier temps l'action, on leur explique en quoi ça consiste et on souhaite bien sûr qu'ils soient volontaires. S'ils sont intéressés, on voit les parents à tous les coups. On a un entretien, même tous ensemble, avec les parents. On est toute une équipe avec eux, on leur explique et on a vraiment besoin aussi de l'adhésion des familles. Donc l'adhésion du jeune, l'adhésion de la famille. Et souvent, lors de cet entretien, on les invite à notre soirée festive, parents, jeunes et nous-mêmes au collège. Donc voilà, c'est aussi le moyen de leur dire, vous êtes les bienvenus, on travaille ensemble et on se voit bientôt pour faire la fête ensemble au collège. Donc là, vous avez quelques photos des années précédentes qui vont arriver. Voilà, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. On a une sortie aussi d'intégration. Donc, une fois que le groupe est constitué, en tout début d'année, en général, on va plutôt dans la nature, du côté de Châtenois, on fait une petite randonnée. Voilà, et puis ça permet de prendre un goûter aussi tous ensemble. Voilà, et puis vous avez la salle aussi. Donc, il y a une salle qui est dédiée pour ce groupe. Il y a du matériel spécifique. Donc, merci Alice qui a trouvé du super matériel. Donc, c'est une sorte de tableau blanc qui se tourne. À l'arrière du tableau blanc, il y a des tabourets ergonomiques, un peu sympas. Donc, on peut en même temps utiliser ça pour des supports d'expression. En même temps, voilà, il y a des tabourets, il y a des tapis de sol très confortables. On s'est rendu compte que certains jeunes avaient du mal à exprimer des choses devant le groupe. Donc, par exemple, quand il y a une trace écrite qui est demandée et qu'ils n'ont pas envie de le faire devant les autres, ils peuvent s'isoler sur un des tapis. Et ça marche bien aussi. Et puis, voilà, ils font quand même la tâche qui est demandée, mais en s'isolant un petit peu dans la salle. Donc, on a vraiment des moyens sympas, adaptés dans cet établissement. Et ils ont un cahier, voilà. Donc, ils ont chacun un très joli cahier, joliment illustré, avec une jolie couverture, et qui permet justement de garder ces traces écrites tout au long des ateliers que l'on mène. Et donc alors, pour résumer une année, en fait, avec les libellules, comment ça se passe? Donc généralement, septembre, c'est la rentrée, donc on est tout occupé un peu à autre chose. Octobre, on fait une première réunion de concertation, donc toutes les 3, et puis on fait ça aussi avec le coordonnateur MLDS, puisque une grande partie quand même des financements est accordée par le MLDS, et que c'est important que lui aussi soit là, il prend connaissance des élèves, parce qu'il va aussi être amené à les rencontrer. Et donc à ce moment-là, on identifie les élèves, on regarde, on essaye de planifier les actions, de voir quel est le budget, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année, qu'est-ce qu'on ne fait pas, est-ce que ça s'est adapté ou pas l'année dernière, qu'est-ce qu'on pourrait modifier en fait. C'est aussi en octobre qu'on fait un entretien individuel, donc soit Alice, soit moi, ou toi, avec chaque élève qui a été identifié, pour proposer, parce que voilà, en amont, elles sont pas forcément au courant qu'elles ont été choisies, ils ou elles ont été choisies. Si l'élève est partant, on fait ensuite vraiment un entretien là officiel avec une invitation et où là on est tous ensemble avec le coordonnateur MLDS et la famille pour pouvoir contractualiser, puisque pour nous c'est important que ce soit signé, que la famille s'engage dans le dispositif. Donc vraiment on présente, on insiste, on répond aux questions et on rappelle l'importance de l'engagement, quoi. Et on découvre le parcours du jeune. On demande aussi au jeune quels sont ses objectifs, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il attend de nos ateliers et du dispositif. Ensuite, une fois qu'on a rencontré, qu'on a contractualisé, on fait une première sortie de cohésion. C'était la photo qui était au centre, où on va se promener, nous et les jeunes. Enfin, on va se promener. Il y a quand même il y a un but. Et en tout cas, ça permet aux jeunes de se rencontrer, de faire connaissance. Et puis on a remarqué l'année dernière, c'est là que se créent les premiers liens. On voit certains jeunes qu'on savait plutôt isolés ou complètement décrocheurs, qui là vont vers d'autres, et vers d'autres pour lesquels on se dit, ah tiens, mais c'est drôle, elles ont l'air de bien s'entendre. On n'aurait pas dit au début...
Voilà, et on est souvent surpris de les voir dans un lieu complètement extérieur au collège, en pleine nature, de voir les liens qui peuvent se créer. Ensuite, une soirée de lancement, c'est ce qu'on vous disait, hein, les soirées conviviales avec les familles. Pour nous, c'est important, comme on intègre les familles au dispositif, on veut aussi leur montrer que en tant que famille, en tant que parents, ils ne sont pas tout seuls. Et là, c'est vrai que c'est important pour eux. On voit que les parents créent des liens aussi entre eux, parfois se reconnaissent. Ah, mais on se connaît, on s'est déjà vu là. Et ah, mais ton enfant aussi a cette problématique-là, tu vis ça aussi à la maison. Et c'est aussi, je trouve que pour eux, c'est aussi super important de savoir que ça existe aussi ailleurs et qu'on n'est pas isolés, qu'on n'est pas des mauvais parents. On essaye tous de faire au mieux et ça donne un peu de solidarité entre les adultes. Et nous aussi, on vient avec nos enfants, comme ça, il voit aussi que, on a aussi des enfants qui, vivent leur vie aussi, qu'on est aussi des parents. Entre décembre et juin, c'est là qu'ont lieu les ateliers, donc régulièrement. On fait des entretiens individuels avec les élèves à la demande, et puis il y a le tutorat qui se met en place aussi avec les enseignants. En mars, on fait un bilan de mi-parcours avec le jeune et sa famille, et c'est là qu'on peut voir un petit peu où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a un retour qui se fait, est-ce que les angoisses sont là, est-ce qu'elles sont moins là, est-ce qu'elles sont plus là, est-ce qu'il y a un suivi qui s'est mis en place, parce qu'on suggère quand même fortement un suivi à minima chez un psychologue, ou en tout cas un début de soins quand même. À partir de mars, donc on fait donc ce bilan de mi-parcours, et en juin, une soirée de clôture, et c'est là souvent où tout le monde se dit au revoir, où on invite aussi des fois des anciennes qui adorent revenir pour présenter leur évolution. Donc vraiment, il y a un trio gagnant qui doit se former autour de l'enfant, et ça on insiste bien. On ne peut pas, nous, école, gérer ça tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait le soin, la famille et l'école. Voilà, et je te laisse faire le bilan. Alors, pour ces 3 années, on a accompagné à peu près 25 jeunes en 3 ans. Donc vous voyez les chiffres affichés pour chaque année. Alors vous pouvez aussi vous dire 3 000 € pour simplement moins de 10 élèves, c'est peut-être cher payé dans un établissement. Ça, c'est à vous de le faire valoir. Nous, on a réussi, on a gagné. Sur ce côté-là, on ne nous embête plus sur le chiffre du nombre d'élèves. C'est toujours ça de moins qui décrochera. Mais voilà, sur ces 25 élèves, 23 ont réussi à réintégrer le système, ont trouvé une voie et sont aujourd'hui avec beaucoup moins d'angoisse, sont revenus dans une vie que je qualifierais de quasi normale. Voilà. Et les 2 qui n'ont pas réussi sont 2 élèves donc, pour lesquels il y avait des pathologies tout à fait autres ou des problématiques autres, problématiques familiales et sociales ou des pathologies non soignées. Et là, on ne fait pas de miracle, on n'est pas magicienne. Mais pour celles qui étaient en décrochage entier, qui ne venaient plus et qu'on a fait revenir par le biais des ateliers, elles ont réintégré la scolarité à temps plein et ça se passe très bien, elles sont épanouies. Voilà, avec le recul qu'on a, on est très très contente de les voir et elles maintiennent ce lien avec nous. On a des nouvelles fréquemment. Voilà, donc on est plutôt satisfait de notre formule. Et oui, et chaque année, en fait, des élèves, maintenant ça commence à se savoir dans l'établissement, des élèves viennent nous voir, une de nous 3, en disant « Madame, moi je sens que ça va pas trop, est-ce que je pourrais intégrer les libellules ?» Alors bien sûr, on se concerte, on voit ensemble, mais ça commence à se savoir, et sur le district de Célestat, ça commence à vouloir dire quelque chose, être libellule. Maintenant, dans la passation de CPE, quand on se passe les infos sur les élèves, je m'embête plus à écrire angoissé ou stressé, j'écris libellule, on me rappelle plus pour me demander ce que c'est, donc je me dis que ça a dû passer, mais voilà. Et on avait mis en dernière phrase, on a des bébés libellules à plusieurs endroits qui ont commencé à venir. Des équipes sont venues nous voir ou nous ont appelés, nous ont contactés pour voir comment on fonctionnait. On n'a pas de droit d'auteur sur ce qu'on a mis en place. On peut donner les formules qu'on a, les contrats, tout ça. Et voilà, on était contents aussi de savoir que ça pouvait émerger ailleurs. Et après, il faut adapter à votre population, à votre public, au budget aussi que vous avez, mais c'est possible. Et en tout cas, nous, on est plutôt contentes du résultat sur nos élèves. Voilà. Ah oui.
C'est vrai. Alors, la photo qui a été mise, c'est une de nos premières libellules qui se trouve au milieu, avec autour d'ailleurs 2 autres de la promotion de la 2e année. C'est une élève qui ne venait plus à l'école, qui ne pouvait pas passer en public devant le tableau. Et là, vous la voyez en photo à son élection de Miss Alsace. Voilà, c'est notre plus belle réussite. Bonjour à tout le monde, en tout cas à ceux que je n'ai pas salués. Je suis Esther Garnier, je suis assistante sociale, je suis partie du service social en faveur des élèves et j'ai été mise à disposition pour coordonner un espace service jeunesse au sein du lycée de Sarre-Union. Je vous en parle après, mais je laisse d'abord... Bonjour, Estelle Maleka, infirmière sur le secteur de Drolingen, et donc je participe à certains ateliers au sein d'Alapage. Voilà, merci. Donc je vais vous parler des ateliers qu'on a mis en place au sein de l'espace service jeunesse à la page du lycée de Sarre-Union. Alors je fais juste un petit clin d'œil sur le mot à la page parce que des fois les élèves disent à la plage, aux alpages, aux alpagas, mais j'avais jamais pensé à de la marge à la page et j'ai trouvé ça très beau. À la page, c'est un acronyme qui veut dire accompagnement local au parcours jeunesse et scolarité. Et c'est un dispositif qui a ouvert en 2022 suite à un appel à manifestation d'intérêt. Le rectorat avait sollicité le lycée pour répondre à un appel à manifestation d'intérêt. C'était pour les établissements en milieu rural isolé. Donc voilà, Sarre-Union, c'est du milieu rural isolé. Alors je vais vous parler des ateliers qu'on a mis en place pour les collégiens et pour les lycéens, mais je donne juste le cadre d'intervention d'Alapage parce que ça explique après le fonctionnement. Alapage s'adresse aux enfants à partir de 3 ans jusqu'aux jeunes de 25 ans. Notre idée, c'était de créer sur le territoire de l'Alsace-Bossu un service qui soit à disposition des parents et des adolescents pour les soutenir dans leur parcours de vie et dans leur parcours scolaire. Donc on est sur le secteur de recrutement, par exemple, du lycée, avec des fois on déborde un peu sur la Moselle parce qu'on est limitrophe avec la Moselle. Et comme un des objectifs, c'était de lutter contre le décrochage scolaire, notre ambition, en tout cas, pour moi, c'était très important d'intervenir en amont du décrochage scolaire. Pas toujours quand il est installé, mais de vraiment donner accès aux familles et aux enfants à tous les soins, les suivis dont ils ont besoin tout au long de leur scolarité. Donc, au sein de l'espace service jeunesse à la page, on trouve différents services. Donc, il y a un accueil téléphonique et physique sur rendez-vous. Ça, c'est moi qui l'assure. Il y a des permanences de professionnels. Alors, on trouve le PAEJ, la Maison des ados, le Pôle APSA, la CJC, de la thérapie familiale et un psychologue pour enfants. On a une équipe pluridisciplinaire qui se réunit une fois par mois et qui, à la demande des familles, peut étudier une situation et faire des propositions d'accompagnement et d'orientation. Et dans cette équipe, on a par exemple une orthophoniste, une ergothérapeute, un psychologue, le pôle ressources du premier degré. Donc il y a l'enseignante référente MDPH, la psychologue scolaire, l'enseignante spécialisée, on a le médecin de la PMI, le responsable de l'UTAMS, le chef de pôle de enfance de la APEAI, ça c'est tout ce qui chez nous porte le handicap, CESAD, IME et ZAT, la référente famille du centre socio-culturel, la référente parentalité. On a aussi on a des partenaires qui n'ont pas de permanence à la page, mais on a un accès facilité à un réseau partenarial, notamment avec le CMP, avec qui on a des réunions régulières, avec la mission locale, avec le service d'animation jeunesse, en fait en fonction des besoins. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure du cousu humain. Moi je disais que des fois j'ai l'impression qu'on fait de la dentelle. En fait on était dans un milieu rural avec peu de moyens autour et donc on a appris à inventer, à créer, à tisser des liens, à faire des choses avec les moyens du bord. Et ça nous a beaucoup aidé une fois qu'on a eu plus de moyens. Ça a fait que les partenaires du territoire sont vraiment mobilisés parce qu'il y avait déjà une envie, une habitude de travailler ensemble. Et du coup, cet appel à projet, il tombait vraiment en bon moment pour nous. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a réfléchi à la proposition de créer des ateliers pour les collégiens et les lycéens. Alors, la genèse du projet, on s'est réunis j'ai proposé au chef d'établissement
aux CPE, aux assistantes sociales, aux psy-EN, aux infirmières, qu'on se retrouve et qu'on réfléchisse ensemble à comment on pouvait mutualiser les moyens pour proposer quelque chose à nos collégiens. Donc il y a 3 collèges sur le secteur. Et on avait envie d'avoir un dispositif mutualisé de proximité, parce que tous les dispositifs, briques, alors plus école, mais briques jeunes, c'est très loin de Sarre-Union, c'est inaccessible. Les dispositifs relais, on n'y a pas accès. Les internats scolaires, très loin aussi. Donc on avait envie d'avoir des outils en fait qui pouvaient être complémentaires à ce que les établissements scolaires pouvaient mettre en place comme aménagement, que ce soit, l'aménagement de l'emploi du temps, le tutorat, la PAD, le PAFI, la FEV, enfin tout ce qui peut être proposé. Et donc de proposer un parcours individualisé et adapté aux besoins des jeunes. Donc on a construit 2 formats. Je vais parler d'abord du format pour les collégiens. Donc c'est un parcours qui est destiné aux collégiens issus des 3 collèges de secteur. Parfois, on a déjà aussi reçu un jeune, par exemple, qui est au CNED et qui a envie de revenir vers un établissement scolaire ou qui est en instruction dans la famille. On propose 2 cycles d'ateliers sur une année scolaire. Un cycle se déroule sur 6 semaines, à raison de 2 demi-journées par semaine, et on va essentiellement travailler le renforcement des compétences psychosociales. Et en général, le groupe est constitué de 6 jeunes. Alors on est déjà allé jusqu'à 8, on était déjà aussi 5. Ça dépend en fait des besoins. Donc à la différence, par exemple, de ce qu'on a entendu avant pour la maison des ados ou vous, ça dure pas toute l'année, c'est 2 temps dans l'année. Ce serait sûrement mieux que ça puisse durer toute l'année et qu'il y ait ce soin en fil actif, qu'on puisse l'intégrer tout le temps, mais voilà, ça pour l'instant, en tout cas, on n'a pas pu le faire. Donc on est sur un cycle novembre-décembre et ensuite février, mars, avril en fonction des vacances. Donc les jeunes qui sont orientés, c'est des jeunes qui ont été repérés, soit dans leur établissement scolaire ou même parfois par chez nous à la page. Et la proposition va se faire aux jeunes et à ses parents par le chef d'établissement, ou par la CPE, en tout cas par l'établissement. Et si le jeune et sa famille adhèrent, il peut intégrer le dispositif. C'est forcément des jeunes qui sont en tout cas en risque de décrochage scolaire. Alors parfois, pour certains, c'est déjà bien engagé, il y a vraiment de l'absentéisme, il y a de l'évitement scolaire, il y a de l'anxiété. Pour d'autres, c'est de l'isolement, des difficultés à investir la scolarité, mais on n'est pas forcément déjà dans un vrai décrochage. On essaye d'intervenir aussi un petit peu plus en amont du décrochage avéré. Et donc pareil, on a aussi une contractualisation. En tout cas, la famille donne son accord, elle est impliquée. Moi, je la reçois au sein d'À la Page. Alors, je ne l'ai pas dit, en fait, À la Page, ça se trouve dans le lycée de Sarre-Union. C'est un logement de fonction qui a été transformé en bureau, mis à disposition par la région Grand Est. C'est très joli, c'est très lumineux, on a du beau mobilier. Ça paraît rien comme ça, en fait, mais c'est pas rien, vous le savez. Ça permet d'accueillir dans de belles conditions. Je suis consciente qu'en vous disant tout ça, je suis privilégiée. Je ne dis pas ça pour... Enfin, voilà, je suis privilégiée. Enfin, on l'est. Donc, celle-là, je vais la passer. Voilà, les objectifs, c'est de vouloir stopper un processus de décrochage qui a démarré, par exemple pour des élèves qui sont en évitement scolaire, quel que soit le motif de l'évitement. Par exemple aussi, on a des élèves des fois qui veulent réintégrer un établissement scolaire, qui ont déménagé, mais qui avaient du harcèlement ou en tout cas de l'absentéisme avant, et du coup on va servir un petit peu de relais, de tremplin. Des fois on sert un peu peut-être de refuge aussi, de temps de pause. Et on essaye aussi, quand le lien entre l'établissement scolaire ou entre l'école et la famille est abîmé, on essaye de le renforcer, de le recréer. Dans les ateliers qui sont proposés, on retrouve aussi des choses que Libellule propose. Donc on a... alors, sur un cycle, il y a un fil conducteur. Estelle en parlera, c'est l'atelier autour des compétences psychosociales. Et après, on a d'autres ateliers autour de la musique, de la médiation canine, de la médiation artistique,
de la box thérapie qui sont proposées. Ça, c'est on le voit, oui, on le voit là. En bleu, c'est tous les ateliers qui sont financés par la MSA, donc la Mutualité Sociale et Agricole, parce que tout ça, ce sont des intervenants extérieurs, ça a un coût. Et donc, voilà, il y a un dispositif qui s'appelle Grandir en milieu rural, qu'on a pu solliciter. Et après, les autres ateliers que vous voyez, ce sont des personnels de l'éducation nationale qui l'animent. Je ne vais pas forcément les détailler tous. Je pense que certains sont, en tout cas, on les comprend. Et pareil, on a un temps aussi avec les parents. On a une soirée parents. Dans le cycle qui est proposé, on a une soirée parents-enfants où les parents ont un temps de groupe de parole, d'échange entre eux, qui est animé par Estelle et la référente famille du centre socioculturel. Et ensuite, pendant ce temps, les jeunes sont en cuisine. On prépare un apéro pour les parents et pour eux. Ensuite, il y a un atelier parents-enfants qui reprend un des ateliers qu'ils ont vus. Ça peut être de la médiation canine, la box thérapie, donc un atelier enfant, puis ensuite un temps convivial. Et c'est un temps, en général, très fort du parcours. C'est un temps où, émotionnellement, il se passe beaucoup de choses, autant entre les parents et les enfants que entre les parents qui peuvent trouver un appui auprès des autres parents, se sentir moins seuls. Je regarde si j'oublie des choses importantes. Pour les lieux de ces ateliers, en fait, ça va se passer un peu partout. Ça peut être souvent c'est à la page quand on a la place, mais des fois c'est aussi au centre socioculturel, des fois c'est dans une salle du lycée, des fois c'est à l'extérieur, des fois c'est dans une salle, une salle de la commune. Ça nous permet de nous déplacer à différents endroits. Un tour rapide sur le format qui est proposé aux lycéens. Alors les lycéens, on a proposé un autre format. En fait, 2 fois dans l'an, on propose un cycle de box thérapie, un cycle d'improvisation et un cycle de musique. Un cycle, c'est 7 séances à raison d'1 heure par semaine. Et on fait de la pub. Et donc les élèves qui ont envie de s'inscrire à ces ateliers-là peuvent. Ou alors, c'est des élèves qui sont repérés en situation de fragilité et puis un adulte va aller vers eux pour leur proposer d'intégrer ces ateliers. Ils peuvent participer à un atelier de présentation pour découvrir ces ateliers et à l'issue décider s'ils ont envie de s'inscrire à l'un ou à l'autre. Il y a à peu près maximum 10 places par atelier. Et comme on le fait 2 fois dans l'an, ça fait une 60aine de jeunes qui peuvent en bénéficier. C'est un appui pour eux quand ils se sentent isolés, quand ils ont des craintes, des peurs pour venir au lycée, quand ils ont peur, par exemple, de prendre la parole en cours. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées avec eux. C'est vraiment un lieu ressource. Et donc, je propose peut-être juste qu'Estelle puisse faire un focus sur l'atelier CPS. Merci, Esther. Donc, juste quelques mots. L'atelier CPS, en fait, il se découpe habituellement en 4 séances d'environ 1h15 à 1h30, donc sur les 6 semaines. Les séances en fait sont construites selon un fil conducteur mais qui est néanmoins variable puisque l'idée c'est quand même de s'adapter toujours aux besoins des jeunes, du groupe mais aussi des individualités. Donc en fait les séances elles sont jamais figées. Au départ, je prends des informations qui sont données donc par Esther par rapport aux différentes difficultés, les situations des jeunes. En particulier, à partir de celle-ci, j'imagine en fait des séances, mais au final, elles peuvent être modifiées, décalées, parce que je sens que le groupe n'est pas prêt, parce qu'il y a eu des interactions lors d'une séance précédente avec un intervenant qui me font dire qu'on ne va pas pouvoir mener telle ou telle activité. Donc c'est à la fois construit, à la fois malléable. Alors, il y a des activités qui sont quand même toujours des invariants parce qu'elles me semblent assez essentielles au niveau de ces ateliers CPS. Alors, je ne vais pas vous saouler avec les CPS parce que je sais que vous connaissez quand même pas mal de choses. Peut-être en 2 mots, bien sûr, ça ne peut pas démarrer sans le cadre, c'est-à-dire les besoins des jeunes, ce dont ils ont besoin déjà pour se sentir bien dans le groupe. En même temps, moi, ça va déjà pouvoir me permettre d'identifier leurs difficultés, leur confiance en eux, leur confiance dans les autres. Est-ce qu'ils vont déjà réussir à se livrer ou pas. Ensuite, bien sûr, pour encourager les jeunes à discuter entre eux, on va proposer des activités dynamiques, comme par exemple l'interview croisée sous une forme ou sous une autre, puisque l'idée, c'est de pouvoir tisser du lien aussi entre eux.
encourager aussi les jeunes dans une réflexion autour de leurs qualités et compétences, alors que je leur nomme pas comme ça, mais ce que j'apprécie chez moi, parce que c'est souvent plus facile, on peut dire plus de choses, on se sent moins enfermé. Selon la dynamique de groupe, viendra tôt ou tard aussi l'activité Crache ton venin. Alors au départ, c'est Crache ta Valda. Je l'ai rebaptisé parce que la Valda, ils connaissent pas trop les jeunes. Il s'agit pour eux de réfléchir à tout ce qui peut représenter en fait actuellement une difficulté dans leur vie, un obstacle, un frein, une fatigue. Je leur dis ce qui vous fatigue, ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait peur, ce qui vous dégoûte, peut-être des critiques, des jugements, alors avérés ou parfois que eux en tout cas ressentent, que cela concerne l'école, la famille ou autre. Ce qui est essentiel dans cette activité, c'est pour ça que je fais un petit focus là-dessus, c'est vraiment pour eux de comprendre en quoi certaines choses ou certaines personnes les heurtent. Alors on n'a pas toujours toutes les réponses bien sûr, mais en tout cas comprendre pourquoi ça les heurte, pourquoi ça peut les fragiliser, les stresser. En tout cas, c'est mettre vraiment des mots sur les choses en parlant de soi et non uniquement finalement des choses comme un facteur externe qui serait la cause de leur malheur ou de leur souffrance. Donc l'idée, c'est de pouvoir avancer finalement avec tout ça. C'est un temps d'introspection essentiellement, c'est ça qui prime, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément obligés de partager, ça c'est valable pour toutes les activités, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont dire ou ne pas dire, garder ou ne pas garder. Par contre, comme il y a des petits supports écrits quand même, l'idée c'est de pouvoir les inviter, je les invite à chaque fois en fait à garder ces supports et à en faire part à un professionnel, l'infirmière dans leur établissement, alors quand c'est des jeunes de mon établissement c'est plus facile, une assistante sociale, un membre de leur famille peut-être, parce qu'ils ont des messages à faire passer et que le fait d'être passé par cette entre guillemets technique d'animation, ça va leur permettre de poser des mots et d'être un peu plus clair, puisqu'il ne s'agit pas de lyncher des personnes. Donc là aussi, il faut bien veiller au cadre, sinon on peut vite aboutir, Crache ton venin, le cadre est quand même bien posé, je vous rassure. Après, voilà d'autres choses, bien sûr, pour identifier leurs ressources internes et externes. J'utilise des petites techniques d'impact. Alors, je vous conseille les livres de techniques d'impact pour grandir de Dany Beaulieu, québécoise, docteur en psychologie, parce qu'il y avait vraiment des trucs chouettes à faire avec les jeunes et ça évite en fait d'être dans un sermon ou quelque chose que les adultes dicteraient comme une conduite à tenir. Finalement, les choses vont pouvoir venir d'eux et ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, et puis je vais juste un petit mot parce que ça c'est pour Annabelle qui est une fois venue à une des interventions et alors j'avais le petit mot gentil au départ prévu en fin de cycle qui venait clôturer le cycle et Annabelle a proposé, assistante sociale, donc de le faire à la fin de chaque séance, ce qui fait que les jeunes repartent avec une enveloppe avec des mots positifs, des mots d'encouragement, des choses positives qui ont été vécues dans le groupe ou qui les ont touchés. Et c'est le petit cadeau. Et ça aussi, je vous rassure, j'ai une lecture avant de les remettre parce que parfois, on peut quand même avoir quelques surprises. Voilà, je vous remercie. Merci Estelle. Je ne vais pas détailler les autres ateliers. Je voudrais peut-être juste dire que, en fait, tout ce parcours, il se fait vraiment en lien très étroit avec l'établissement scolaire du jeune. Le jeune a un aménagement d'emploi du temps pour venir à la page. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir aussi la subvention de la MSA. C'est que ce qu'on fait est considéré un peu comme hors temps scolaire, parce qu'il ne financerait pas en temps scolaire. Ensuite, il y a vraiment, je veux dire, la famille. Le jeune, il a forcément dans l'établissement été accompagné par quelqu'un. Ça peut être l'AS, ça peut être l'infirmière, la CPE, enfin voilà, le psy, qu'importe. Il y a forcément un adulte qui a eu du lien avec ce jeune. Il y a des difficultés qui ont été repérées, des besoins repérés, et c'est par cette personne-là que le lien se fait jusqu'à chez moi. Il y a un lien qui est créé ensuite avec la famille, avec le jeune au sein d'À la page, et on essaie de travailler vraiment le retour après en classe. Ce qui nous manque peut-être, vous, ça se passe dans le collège, et ça je trouve c'est vraiment une force. Nous, on est, alors à la fois, pour certains jeunes, c'est vraiment bien qu'ils puissent sortir de leur collège et venir dans cet espace un peu qui est quand même un établissement scolaire.
Je pense à un jeune qui a dit « je repars avec l'amour de ce lycée ». Je me suis dit « super, il viendra au lycée plus tard ». Mais ça reste un établissement scolaire. Donc il y a des jeunes parfois qui peuvent être saisis d'angoisse et n'arrivent pas à franchir la grille, hein, c'est arrivé. Mais sinon, des fois, ça leur permet quand même de sortir de leur collège. Mais après, il y a le retour. Alors on le prépare du mieux qu'on peut. Et on est en train de réfléchir à voir comment on peut vraiment assurer une meilleure continuité après d'accompagnement dans l'établissement, dans le collège d'origine. Alors peut-être que si on pouvait finalement faire ce qu'on fait là à la page dans chacun des établissements, ce serait l'idéal. Je sais pas, il faut qu'on voit si on arrive à développer ça. J'avais juste envie de... Voilà, dans les résultats, on a vu des jeunes sortir de l'isolement, par exemple après une situation de harcèlement. On a vu des jeunes retourner en classe après une rupture de parcours. On a eu, comme vous, on a des fois des très belles réussites. C'est ce qui nous fait aussi tenir. Et il y a des fois des jeunes aussi qui, après le parcours, bénéficient, arrivent à entrer dans un parcours de soins avec le CMP ou avec le PAEJ ou un accompagnement par la maison des ados, en tout cas, ou de la thérapie familiale. Il y a des soins, ou des fois des bilans aussi, des bilans d'ergothérapie, neuropsy qui peuvent être réalisés. De manière indirecte, les réponses qui sont apportées à ces jeunes constituent un soutien aux parents. Et parce qu'ils nous disent que il y a une porte qui s'ouvre pour leur enfant. Et pour l'établissement scolaire, ce qu'on nous dit aussi, ce que les professionnels nous disent aussi, c'est que ça leur fait du bien de pouvoir proposer quelque chose, d'avoir un peu une solution, quelque chose à proposer. Alors on a juste mis un peu quelques mots de jeunes, d'élèves qui sont venus à la page. Au début de chaque cycle, on a observé de la timidité, des blocages, du stress relationnel. Et puis rapidement, il y a une dynamique de groupe qui s'installe, du soutien, de la bienveillance qui se manifeste et une émulation entre jeunes secrets. On a aussi un premier atelier de cohésion qui est co-animé par le service d'animation jeunesse. On a vraiment essayé de faire appel aussi à tous les partenaires du territoire. La mission locale intervient aussi, par exemple, dans un des ateliers. Dans l'ensemble, les jeunes nous relatent un mieux-être. Ils disent avoir développé leurs compétences psychosociales. Pour certains, ces ateliers ont également servi de révélateurs de compétences. L'assiduité et la régularité, c'est un gage de réussite, ça c'est sûr. Si un jeune ne vient pas régulièrement, l'effet ne va pas du tout être le même. Et ces ateliers, notamment au lycée, ont vraiment constitué un appui dans le cadre du plan phare aussi. C'était des fois un moyen de répondre à des situations. Par exemple, dans l'atelier de boxe-thérapie, on peut travailler beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis les parents qui nous ont fait de très beaux retours. En parole de jeunes, moi, il y en a une qui m'a toujours beaucoup plu, parce qu'elle a fait un petit cadre pour nous remercier, où elle a dit « Ce stage est la meilleure chose qui me soit arrivée ». Et pour les parents, il faut que je lise. Ah oui, on voit rien du tout même, ouais. Alors si moi je vois quelque chose, c'est bien. Alors, ma fille est très contente de participer à vos ateliers. C'est génial de la voir reprendre une vie de jeune fille petit à petit. Merci. Un autre parent, je me sens soulagée que l'on prenne les difficultés de ma fille en considération. Et un autre parent, je me sens moins seule. J'ai rencontré d'autres parents qui ont aussi des difficultés avec leur enfant. Pour les limites, je les ai déjà un petit peu abordées. Il y a de réfléchir à comment on peut vraiment assurer après que le retour vers le collège se passe le mieux possible. Nous, on se heurte à une difficulté de mobilité, parce qu'il faut du coup venir de 3 collèges différents sur le lycée. On a des transports scolaires, mais pas qui fonctionnent à la demi-journée. Si le refus scolaire anxieux est vraiment trop important, on a aussi vu des jeunes pas réussir à franchir la porte. Des troubles du comportement importants, ça en a eu une fois et c'était compliqué à gérer. Et puis, l'argent. Il faut tout le temps trouver des financements. C'est pas gagné en fait. Une subvention, ça se demande chaque année. Et puis certaines ne sont pas amenées à se renouveler. Voilà. C'est le nerf de la guerre, mais voilà. Merci pour votre attention. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on vous promet, on va aller vite, on sait que c'est l'heure, mais on va faire court. Déjà on n'a pas de PowerPoint, donc on va faire assez rapide, mais donner les idées essentielles.
Donc je me présente, je m'appelle Morgane Martin, je suis CPE de fonction. Je reconnais des visages dans l'Assemblée, notamment d'anciennes collègues, ça fait très plaisir de vous revoir. Et donc depuis 1 an et demi maintenant, je suis responsable académique de la lutte contre le harcèlement scolaire, donc au rectorat à Strasbourg. Et ma collègue. Oui, bonjour, Aurélia Bérère, je suis la responsable départementale qui a pris ses fonctions en même temps que Madame Martin et j'assure la coordination du pôle harcèlement, dont je vais vous parler un peu plus tard. Voilà, donc je vais commencer par vous parler du programme phare. Alors je pense que vous le connaissez, hein, j'espère que vous le connaissez. Je vois des yeux se lever au ciel. Mais non, effectivement, alors je ne vais pas tout vous reprendre ici, mais surtout parler de l'importance de l'implication de tous les personnels, du travail en réseau, parce que le harcèlement scolaire, c'est grave, hein, c'est une grande question. On va en parler, on traite de situations au quotidien qui causent de gros dommages chez nos élèves. Le trouble anxieux, de la phobie scolaire, des élèves qui n'arrivent même plus à sortir de chez eux, hein, des fois des enfants qui n'arrivent plus à sortir de chez eux. Donc effectivement, on a tous une responsabilité collective. Donc juste pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, phare, c'est un programme de lutte contre le harcèlement à l'école qui est sorti il y a 2 ans, quasi 3 ans maintenant. Hein. C'est un programme obligatoire pour les écoles, collèges et lycées. Vous êtes peut-être parents. Dans les écoles, effectivement, le programme est aussi déployé. Alors, ce programme, il vient d'une loi qui a fait du harcèlement un délit. Donc, elle a obligé les établissements scolaires à participer à ce programme et à mener une politique de lutte contre le harcèlement scolaire. Voilà pour l'aspect très théorique. Maintenant, alors moi, je suis une convaincue qui essaye d'être convaincante parce que pour moi, phare, c'est pas que le harcèlement scolaire. C'est un programme qui a une réelle plus-value sur l'amélioration des climats scolaires des établissements. Je m'explique. Vous en êtes la preuve ici. Déjà, phare, c'est une stratégie collective. Vous savez, le harcèlement scolaire, on le traitait par... on pose une sanction sur un auteur. C'est l'affaire des vies scolaires. C'est au CPE, les surveillants. 4-5 surveillants pour 700 élèves. C'est les infirmières hein, aussi qui doivent détecter, les infirmiers qui doivent prendre en charge les situations, eh bien, on s'est bien rendu compte que non, qu'on a besoin du regard de tout le monde et que tout le monde a un rôle à jouer. Et c'est vraiment ça que je trouve la force, c'est une force systémique dans ce programme, puisqu'on peut tous, à notre niveau, intervenir. Donc pour ça, quand je dis tous, hein, c'est bien sûr personnels médicaux, sociaux, les vies scolaires, les enseignants, les agents des collèges, notamment de la CEA, ont déjà tous été formés. Et c'était assez révélateur. Hein. Quand on les questionne, les agents, plus de 70% nous ont dit « Oui, j'ai déjà vu des choses. Oui, à la cantine, il se passe des choses. Oui, dans les couloirs, il se passe des choses. » Et on a besoin, il faut qu'ils se sentent légitimes aussi de venir nous le dire. Donc la force, c'est vraiment de travailler en équipe. Donc phare agit sur ce climat scolaire avec les personnels de la communauté éducative, donc en établissement, les familles que vous avez au quotidien aussi, hein, au téléphone, qu'on suit. Là, je vois dans tous les dispositifs, la relation aux familles est essentielle. Je sais, les familles sont souvent revendicatrices. On les a au téléphone au quotidien. Mais il faut le dire sur ce sujet-là, notamment, une famille a peur. Hein, quand on prend un appel du 30-18 et la première phrase d'une famille, c'est « Moi, je ne veux pas que mon enfant se suicide. » D'accord ? On sent le mouvement de peur. Parce que les médias désinforment des fois, hein, et les familles ne savent pas forcément ce qui se fait en établissement. Un parent ne répondra jamais avec raison, pas jamais, mais des fois ne répondra pas avec raison sur une situation, mais émotion. Bien sûr, on parle de son enfant. Même quand les situations sont achevées, Madame Aberer pourra parler du suivi, hein, les familles restent dans ce sentiment. Il y a des enfants qui rentrent à la maison le soir et on leur demande « Est-ce que tu as été harcelé aujourd'hui ?» Donc le programme phare, c'est aussi ça, c'est informer les familles, donner une réponse concrète et pouvoir agir. Agir tout de suite. Et agir, on a aussi besoin des enseignants. Alors, c'est légitime, des fois dans leur cursus, les enseignants n'ont pas eu la question du harcèlement scolaire. Je parlais avec un collègue qui a 30 ans de carrière, il m'a dit « Moi, on m'a jamais dit comment détecter des situations, comment les prendre en charge. » Et bien, phare oblige tous les établissements scolaires à être formés à la lutte contre le harcèlement, à minima à la détection des signaux faibles du quotidien, parce qu'il se passe des choses. Dans les couloirs, les élèves nous envoient des signaux.
dans les cours aussi notamment. Et donc on forme tout le monde. On va passer dans tous vos établissements normalement. J'en vois certains, Drulingen notamment, où on est déjà passé pour former toutes les équipes. Donc des équipes investies et des élèves aussi investis, des ambassadeurs élèves. Parce que nous, adultes, on a toujours... Voilà, on a beau savoir, hein, on connaît nos établissements. Moi, je savais qu'au collège, à Bischheim, les couloirs, on ne pouvait pas y accéder. Mais les élèves, quand on parle avec eux, eux savent. D'accord ? Les lieux qui insécurisent dans les établissements, ils voient des situations. Ils connaissent les élèves isolés. Dans leur classe, ils peuvent vous dire ce qui se passe exactement. Donc ces élèves ambassadeurs, c'est un levier dans les établissements et ils sont vraiment moteurs dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Je ne peux pas faire trop long, on aurait envie d'en parler plus. Donc il y a effectivement toute la communauté éducative, mais aussi des actions. Il y a 2 leviers. La prévention. Je suis ravie de voir tous ces ateliers sur les compétences psychosociales. Vous savez, nos établissements scolaires, c'est un peu un reflet, on en parlait avec des collègues encore à midi, un reflet de notre société aussi, de codes sociaux, de ce qui se passe à l'extérieur. C'est souvent les ados. Les ados gèrent mal les réseaux, les ados ne savent plus communiquer. Est-ce que les adultes, forcément à l'extérieur, ont une exemplarité ? D'accord ? Donc nos élèves, c'est travailler avec eux le vivre ensemble dans les établissements, parce que dans bien des situations, on se remet peu à la place de l'autre pour voir ce qu'il ressent. On le sait, le harcèlement, on ne va pas refaire la définition, les rôles ne sont pas toujours figés. On voit des postures changer, des fois par survie. Une jeune fille m'a dit ça. Mais moi, madame, c'était de la survie. J'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai vu, mais j'avais peur du groupe, parce que c'est très complexe. Et chaque situation qu'on traite est complexe et a ses particularités. Phare aussi, c'est travailler avec les auteurs, les intimidateurs, on appelle ça. Parce qu'un élève qui se moque, alors bien sûr, c'est mauvais, ça fait du mal à une personne, mais peut-être que cet élève a d'autres particularités aussi. On parle des contextes familiaux, des fois c'est des codes. Il y a des élèves qui ont aussi des étiquettes dans les établissements, c'est-à-dire que c'est l'élève pas scolaire qui prend de la place dans la classe comme ça. D'accord ? Donc tout ça, on travaille avec des équipes. Donc de la prévention, pour ça il y a des temps forts dans le programme, je vous les rappelle juste, et on va juste parler d'outils, parce qu'en parlant avec vous sur la fresque des cybercitoyens, je me rends compte que vous ne savez pas toujours ce qui se fait dans vos établissements, et les coordonnateurs du programme notamment ont des outils, et vous pouvez y avoir accès. Donc il y a des temps forts. Le 6 novembre, il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Elle est obligatoire pour tous les établissements. 2 heures banalisées où on parle avec les élèves. On ne parle pas forcément que du harcèlement. Et je crois que tous les ans, il y a des élèves qui nous disent « Oui, mais tous les ans, je vois un clip avec une fin tragique. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on sorte un peu de ça ?» Il y a des établissements qui font des journées de la bienveillance, par exemple, où ils travaillent le vivre ensemble, de la cohésion. On peut vraiment faire énormément de choses. Tout ça est outillé. En tant que personnel de l'éducation nationale, vous pourrez aller voir, vous allez sur la plateforme Arena, dans Enquête et pilotage, et vous avez un onglet phare. Vous faites partie d'une communauté d'établissements, et dans cet onglet, vous aurez énormément de ressources, même beaucoup, des mallettes clés en main sur les CPS, des séances clés en main que vous pouvez faire avec les élèves, lors de la journée non-harcèlement. Le collègue Aurélien Toffren vous présentait des activités sur Internet sans crainte. Toutes ces ressources sont présentes sur la plateforme phare. Un autre temps fort, du coup ça fait le lien, le Safer Internet Day en février et mars. Je sais que vous faites déjà beaucoup d'ateliers avec les élèves, mais il s'agit d'un temps où on parle d'Internet, pour un Internet sans crainte. On peut parler des réseaux sociaux, on peut faire des activités avec eux. Et donc sur la page d'Internet sans crainte, vous trouvez énormément d'outils très ludiques. Vraiment, quand on s'y plonge, les séances sont clés en main. On parlait de serious games qui sont prêts. Il suffit d'y aller et de regarder, mais vous pouvez tout à fait trouver des outils. Donc le Safer et aussi le concours non-harcèlement. Certains ont peut-être déjà travaillé avec les élèves dessus. C'est pour fin janvier, les productions. Il s'agit de faire des affiches ou des vidéos. Les élèves adorent. Et généralement, ça devient un peu une routine d'établissement, c'est-à-dire que tous les ans, ils veulent y participer.
Et donc, ils font un petit clip qui peut être utilisé dans l'établissement. On peut gagner au prix académique, au prix national, et j'en passe. Donc, la prévention, mais aussi, donc effectivement, qui est un des leviers de travailler avec les élèves, et pas que sur ces temps forts. C'est un quotidien, c'est une posture éducative d'adulte, c'est des gens qui protègent. L'idée, c'est surtout, quand je vous parle de toute cette communauté à former, et je crois que j'ai encore entendu ça ce matin d'une intervenante, c'est l'idée que chaque enfant trouve par n'importe quel moyen un adulte de confiance à qui parler. Et quand on dit adulte de confiance, c'est pas forcément quelqu'un du métier, c'est un adulte, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, par le 30-18, les applications, quelqu'un à qui parler. Et c'est vraiment ça l'idée de phare. Donc les agents compris, c'est ce que je disais, pour qu'on puisse prendre en charge tout de suite les situations. Dans nos formations, dans les établissements, on parle de ne pas minimiser les tensions, d'avoir des adultes de confiance qui agissent directement. Parce qu'on est tous pris dans nos quotidiens, et c'est à ça qu'on forme aussi les adultes. On peut ne pas voir certains signaux qui nous sont envoyés. On peut également pouvoir minimiser de notre regard d'adulte. C'est qu'une petite histoire entre deux copines, d'accord ? C'est rien, elles sont en 6e. Moi, je suis un adulte, je sais que dans 2 jours, elles sont copines de nouveau. Par contre, c'est l'idée de ne pas minimiser. Et vous le faites, je sais, je parle à des convaincus ici, mais de prendre tout de suite en charge ces situations. On a des moyens d'agir, ces violences ordinaires, ces signaux du quotidien, avant qu'elles ne s'aggravent. Le harcèlement, il part bien de quelque part. Et on le constate dans des situations, ça peut partir d'un élève qui a décidé que lui, on ne l'aime pas, d'accord ? Il n'est pas dans notre groupe, lui, on ne l'aime pas, on va l'isoler, à des messages, des menaces de mort sur les réseaux, parce que ça monte en puissance. Plus on fait, mon copain, il a osé donner un coup de pied hier, moi, je vais rajouter un autre coup de pied. Et pourquoi pas, on ne mettrait pas un coup de poing derrière. Et on voit que les situations s'aggravent avec le temps. Et on doit être intransigeant, et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. C'est vraiment l'idée de phare, et c'est ça qui agit réellement. Et donc, je vais essayer d'aller rapidement sur la prise en charge. C'est aussi un protocole. Le programme phare, il oblige tous les établissements à avoir un protocole de prise en charge, une réponse concrète. On a 3 degrés de prise en charge. Soit on entend bien sûr l'élève victime, toujours l'idée de protéger la victime. Soit il s'agit d'une violence ordinaire isolée. C'est du quotidien. Vous voyez, je vous parlais de 2 jeunes filles qui ne se parlent plus. Une petite médiation de 5 minutes. Se dire ce qu'on ressent, pourquoi moi je suis plus copine avec toi et j'ai pas aimé quand hier tu as dit ça sur moi, ça fait du bien. Avant que ça ne s'aggrave et que les autres s'en mêlent, parce que l'effet groupe agit. En deuxième lieu, l'intimidation. Vous êtes sûrement, peut-être, souvent les infirmiers, assistants sociaux sont dans les équipes phares. Donc ces équipes phares, elles sont constituées de 5 personnels minimum en intercatégoriel et elles prennent en charge les situations d'intimidation. Elles ne prennent pas en charge le harcèlement, on va en parler, il y a une loi, mais l'intimidation. C'est un choix académique, ils sont formés à la méthode de la préoccupation partagée qui a une réelle plus-value sur les relations entre élèves. Pourquoi ? On va tendre la main, la situation est simple, peu enquistée, c'est pas du harcèlement scolaire, c'est le début. C'est le début des moqueries, un élève commence à se sentir isolé. Et bien c'est tendre cette main aux intimidateurs pour qu'ils sortent des fois de la posture dans laquelle ils sont enfermés. Et on voit des rôles réellement changer. Je ne vais pas continuer sur la méthode, ça pourrait être très long. Mais moi, j'ai toujours cet exemple. La première qu'on a lancée dans mon établissement, on était pilote. J'étais sceptique, je vous l'avoue. Le harcèlement scolaire, je vais le traiter avec la chef de cuisine, l'agent d'entretien, l'enseignante. On était sceptiques. On a lancé une MPP, méthode de la préoccupation partagée. Au bout de 2 jours, la victime a littéralement couru dans mon bureau, avec qui j'avais créé une alliance, pour me dire, mais alors madame, mais elle était, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais elle me regarde même plus. Parce que ça avait ôté un poids de ses épaules. Ce n'était pas du harcèlement, c'était le début, je rappelle. Donc vraiment, cette méthode a une réelle plus-value quand elle est menée selon sa norme. Et le harcèlement scolaire, et je ferai la liaison avec ma collègue, donc il y a un protocole, il y a une loi. Le harcèlement est devenu un délit en 2022. Quand c'est du harcèlement, violence répétée, verbale, physique, psychologique, l'élève est en danger, on pense toujours à protéger la victime, quoi qu'il arrive, de toute façon.
eh ben, le chef d'établissement est dans l'obligation de prononcer une procédure disciplinaire. Procédure disciplinaire ne veut pas dire non éducative. Parce que des fois, on me dit, alors vous faites une méthode non blâmante, où vous aidez les élèves à s'en sortir, et ensuite vous passez à du blâmant pur et dur. Une exclusion de 8 jours peut être pure et dure. Est-ce que l'élève sera monté en compétence? Est-ce qu'il aura compris ce qu'il a fait à son camarade? Ça se réfléchit, la sanction. Et à côté de ça, le chef d'établissement doit faire remonter au rectorat. Et il y a tout un pôle harcèlement mené par Madame Aberer qui s'occupe du suivi et des familles notamment. Et je terminerai juste, parce que j'ai beaucoup entendu ça, la victime. Phare, c'est aussi, on va dire que maintenant, alors ça paraît évident, ça se faisait, mais c'est écrit et c'est obligatoire. Le suivi et la veille. On le sait pertinemment que c'est pas parce qu'on met une sanction que la situation est stoppée, que les élèves ont arrêté, que la victime se sente bien. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de relais. Déjà un référent, la personne qui suit cette victime. Alors les protocoles préconisent un suivi sur 5 semaines reconductible. Moi je dirais c'est un lien, une alliance qui se crée sur le long terme. Quand je retourne dans mon ancien établissement il y a 1 an et demi, il y a une élève que je croise des fois et un petit ça va, ça prend pas beaucoup de temps, hein, mais elle me regarde et ça va. On sait toutes les deux, d'accord? C'est cette veille. C'est l'idée d'avoir un référent, de travailler en équipe et en réseau. On a besoin des personnels médico-sociaux, bien sûr, les partenaires extérieurs. Ravis de voir ce qui se fait, par exemple, avec la MDA, parce que des fois, on oublie de travailler en réseau. Donc, c'est vraiment l'idée de continuer ce cheminement et le suivi de la famille aussi. La personne référente de la victime est référente de la famille. Et on peut en témoigner, hein, souvent des familles rappellent le 30-18. J'ai un exemple, hein, une maman qui appelle, j'appelle le 30-18, ma fille, elle a été harcelée en primaire, elle est en 3e, elle retrouve les élèves qui l'ont embêtée en 3e, dans la même classe. Il ne se passe plus rien. D'accord, la jeune fille, tout le monde s'est assuré, est-ce que ça va? Mais oui, on a grandi, c'est bon, je ne suis plus là-dedans. La maman, elle, a peur, d'accord? C'est vraiment des fois juste un appel de peur. Donc vraiment ce suivi de référents, phare de ces équipes qui œuvrent au quotidien est essentiel pour entretenir le lien et rassurer les familles qui sont un des leviers dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Je sais, voilà, j'ai essayé de faire vite. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais passer le relais à ma collègue. Voilà. Parce que j'ai la mission difficile d'essayer de vous garder votre attention 2 minutes. Très rapidement, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du pôle harcèlement. Donc, on fait partie maintenant du service départemental des missions régaliennes de l'école, qui est donc à la DSDEN. Je travaille avec 2 collègues référentes, Annabelle Kessler, qu'on a déjà nommée avant, et dont vraiment l'engagement et le professionnalisme nous sont très précieux. Et Claire Chaming, qui a pris la suite de Marie-Paul Remont, qui est également là, et qui a aussi beaucoup œuvré au niveau de la prise en charge ou de l'accompagnement, de la prise en charge des situations. Donc effectivement, nos missions sont d'assurer que les situations sont bien prises en charge. Situations qui sont signalées soit par les chefs d'établissement via la plateforme Fait Établissement, par le 30-18, ou directement par les familles, que ce soit via le rectorat ou la DSDEN. On essaye par là d'avoir un contact qui est rassurant auprès des familles. On appelle toujours, ou on a le contact avec les familles des victimes. On essaye d'être rassurant, de recréer du lien quand c'est nécessaire, d'agir en qualité de médiateur au besoin. Et puis on vient en appui technique au niveau des établissements. Tout ça, bien évidemment, avec un partenariat quotidien des différents pôles qui se trouvent à la DSDEN, donc le pôle santé bien-être, protection de l'enfance, le pôle de prévention des violences avec les chargés de mission, le pôle instruction aux familles, absentéisme, et puis la DIVEL, la division des élèves pour les demandes de changement d'établissement. Donc vraiment l'objectif est d'assurer une prise en charge la plus complète possible et surtout
d'avoir des traces, parce qu'on a pour obligation ce fameux archivage de 6 ans, de toutes les actions que nous menons tous ensemble sur cette fameuse application qu'on appelle Stop Harcèlement. Vous en entendrez peut-être parler dans le cadre des situations que vous pouvez accompagner ou traiter. Et voilà. Et merci. Merci beaucoup, mesdames. Écoutez, on touche à sa fin. Ne mettez pas encore complètement vos manteaux, mais on y est presque. Tout d'abord, je tenais véritablement à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée. Donc, la Maison des Ados, bien évidemment. Cindy Rigaud, qui a quand même été la cheville ouvrière de cette organisation. Elisabeth Fleureau, qui a impulsé les choses pour nous permettre d'être ensemble aujourd'hui. Merci aux médecins aussi d'avoir répondu présent à cette journée. Donc, il me paraissait important de vous remercier. Merci à vous d'avoir présenté des actions qui étaient quand même assez innovantes. Alors, je voulais j'ai la lourde tâche de faire un petit point conclusion de ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, d'abord, j'ai le constat que l'utilisation du numérique et des réseaux monte en puissance. Et aujourd'hui, il s'intensifie dans la mesure où l'IA fait son apparition aussi. Et j'ai bien compris qu'il fallait plusieurs ingrédients pour pouvoir finalement nous assurer, on va dire que la soupe fonctionne bien. Alors, le constat est clair. On a besoin d'avoir un adulte référent, ça a été dit tout au long de la journée. Les familles aussi sont des alliés pour nous. On a aussi cette notion de responsabilisation des personnes dès lors qu'elles envoient une photo ou en tout cas elles envoient un message sur les réseaux. Il y a une notion de responsabilisation. Il y a de la présentation des ressources qui vous ont été faites. Hubertine, Internet sans crainte, faisait partie des éléments. Donc pour votre information, je ne sais pas si vous vous êtes servi, mais il y a des affiches qui sont proposées, puisqu'on a bien compris que ces outils étaient aussi des relais pour vous. Donc des affiches aussi bien de la Maison des Ados réseau sur Strasbourg et Maison des Ados dans le sens les relais qui sont sur les territoires. Vous avez de toute façon des QR codes qui vous permettent aussi d'aller directement sur le site. Il y a aussi 2 mots que j'ai retenus ce matin, qui étaient la notion de sollicitude et inquiétude. Et cet aspect, finalement, va aller sur ce que j'appellerais le chemin. Et le fil conducteur de ce chemin, ça a été une page avec cette notion de marge et à la page. À savoir qu'à la marge, nous avons la Maison des Ados qui est là pour nous aider, qui est finalement juste à côté de nous. On va avoir Brick & James, sans l'école, j'ai bien compris. Et puis nous avons le côté, la page blanche que nous avons, nous, en tant qu'éducation nationale. Et donc, toutes ces animations, tous ces projets qui sont au sein de cette page, et qui va nous permettre de travailler sur l'empathie, sur l'estime de soi, l'activité physique, les activités artistiques qui font vraiment partie aussi de tous ces ateliers. Et bien évidemment, le mot qui est revenu, cette notion de préoccupation partagée, pour moi, qui fait sens dans ce cadre-là. Et je finirai en conclusion sur la jolie phrase qui a été dite en début d'après-midi. La marge fait partie de la page. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.